Si vulnérables en apparence, les tortues marines ont résisté aux dinosaures, aux requins et aux crocodiles marins. Elles sont les ultimes survivantes, les voyageuses éternelles d'un passé aussi profond que les entrailles de la Terre. Indolentes, les tortues marines caressent le monde de leurs nageoires et connectent les continents au gré des courants océaniques. Les navigateurs du passé les ont chargées par millions à bord de leurs vaisseaux. Les temps modernes les ont transformées en soupe pour les gourmets. Aujourd'hui encore, des centaines de milliers d'entre elles se noient chaque année dans les engins de pêche. Les discrètes persistent, pourtant, et leur population récupère des carnages du passé. Quel est le secret de jouvence des tortues marines ? Au fil d'une enquête planétaire, de l'équateur jusque dans les régions polaires, partons sur la trace des belles nageuses, des hommes et des femmes qui les défendent pied à pied. Nous découvrirons ainsi leur long passé sur Terre, leurs incroyables performances physiques, leur migration transocéanique. Autant de rêves éveillés pour un éloge de la lenteur. Alors j'ai découvert les tortues marines un petit peu par hasard en Guyane il y a une vingtaine d'années. J'étais en mission de terrain à l'invitation de Jean-Yves Georges et Yvon Lemao, mes collègues du CNRS à Strasbourg. Et bien sûr j'ai été émerveillé déjà par la taille des tortues luttes en Guyane, par leur beauté bleutée et leur capacité aussi à creuser des nids parfaits en aveugle avec leurs nageoires arrière. Et donc j'ai été confronté à ces tortues luttes qui sont les géantes et vraiment les plus grandes des 7 espèces existantes de tortues marines que vous voyez alignées ici, de la plus petite qui fait à peu près 60 cm de long jusqu'à la tortue lutte de 2,20 m, donc qui est plus grande que moi. Et ces 7 espèces de tortues sont réparties un petit peu partout sur la planète. La tortue de Kemp ne niche que dans une partie du golfe du Mexique. La tortue olivâtre, par contre, a une répartition relativement mondiale. La tortue à dos plat est endémique du nord-ouest de l'Australie et de la Papouasie. La tortue imbriquée est vraiment emblématique des récifs coralliens dans les eaux chaudes de la planète. La tortue kawan, alias le tank, est très présente en Méditerranée. C'est celle qui vient nicher sur les côtes du Languedoc maintenant. La tortue verte et la végétarienne, on la trouve sur les herbiers des eaux chaudes et parfois tempérées un peu partout sur la planète. Et puis voilà, la tortue lutte, c'est celle que vous avez découvert juste avant. Alors pourquoi est-ce que j'étais en Guyane il y a une vingtaine d'années ? Parce que je suis un spécialiste de l'utilisation des appareils électroniques pour suivre les mouvements des animaux marins en mer, plutôt des oiseaux marins, on va le voir. Mais à l'époque, j'avais fait construire les premiers GPS suffisamment résistants à la pression pour accompagner des tortues luttes jusqu'à 1200 mètres de profondeur au cours de leur voyage dans l'Atlantique. Et donc mes collègues m'avaient dit viens nous aider à mettre ces appareils sur les tortues luttes de Guyane. Et voilà, à l'époque, la technologie GPS était relativement nouvelle au début des années 2000. C'était excitant d'avoir ce type de précision que voilà, maintenant on a tous dans nos téléphones portables et dans les systèmes de navigation de nos voitures. Mais à l'époque, vraiment, on sortait les premières études pionnières sur les mouvements des tortues marines. C'est-à-dire qu'avant, ces tortues luttes, on les voyait disparaître au large des plages guyanaises dans cette eau marronasse et on ne savait pas trop ce qu'elles allaient faire. Et au début des années 2000, grâce à une autre technologie, donc aux balises Argos, mes collègues du laboratoire de Strasbourg ont pu suivre pour la première fois les mouvements de ces tortues luttes en Atlantique Nord. Et on voit qu'elles vont aller faire vraiment des milliers de kilomètres et des grandes boucles ici dans le Gulf Stream. Certaines iront jusqu'aux Canaries, donc une exploitation très vaste de l'Atlantique. Et on continue à se demander ce qu'elles vont faire là en plein milieu de l'océan. Mais ce qui est clair, c'est que au cours de ces voyages, elles rencontrent des bateaux de pêche.
elle rencontre des bateaux de pêche et notamment des bateaux de pêche à la palangre, donc avec ces très grandes lignes et des hameçons au bout. Et ces pêcheries, malheureusement, capturent de manière accidentelle beaucoup de tortues. C'est-à-dire que dans le cadre des travaux de Sabrina Fawcett et de plein de collègues d'un réseau international, on a pu établir une cartographie du risque de capture accidentelle de ces tortues en Atlantique. Donc vous voyez, là où c'est rouge, forcément ça chauffe sec au large de l'Afrique de l'Ouest, avec également une responsabilité du Brésil, de l'Angola, de la Namibie et des États-Unis, de l'Espagne aux Canaries pour ces captures accidentelles. Et quand j'étais en Guyane française, j'ai vraiment compris en fait que ces captures accidentelles dont on va reparler, c'est vraiment un des grands enjeux pour la conservation des tortues marines, pas seulement des tortues luttes, mais de toutes ces espèces. Et ce qui était clair dans cette publication, c'est qu'on identifiait l'Afrique de l'Ouest vraiment comme un point chaud de ces captures accidentelles. Et ça, pour moi, c'était pas une nouvelle parce que je le savais que c'était également un endroit où il y avait beaucoup d'oiseaux marins qui étaient capturés sur les engins de pêche. Et en fait, cette zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu le trou noir à l'échelle planétaire des pêcheries incontrôlées et extrêmement dommageables pour les environnements marins, y compris par des unités de pêche subventionnées par l'Europe, comme on voit sur cette diapo. Donc j'ai commencé à m'interroger en fait sur le destin des tortues marines qui me paraissaient si vulnérables à venir se traîner sur les plages guyanaises, à pondre avec beaucoup d'efforts, à repartir en mer où elles risquaient de finir dans un filet ou capturées sur une palangre. Et j'ai commencé à me documenter. J'ai réalisé qu'au moment de l'ère précolombienne, probablement il y avait probablement 1 milliard de tortues marines sur cette planète. Donc des densités absolument inimaginables à l'heure actuelle, hein, avec peut-être dans la zone Caraïbe 100 millions, 150 millions de tortues vertes, donc un océan de tortues. Alors que au jour d'aujourd'hui, en fait, on estime, il y a des marges d'erreur vraiment importantes, mais on estime qu'il y a plus que quelques millions de tortues marines, toutes espèces confondues, sur cette planète, avec une aire de répartition assez vaste. En fait, là, j'ai pris celle de la tortue lutte, et vous voyez de manière intéressante, elle va jusque dans des eaux très froides. Et cette aire de répartition de la tortue lutte, en fait, englobe les aires de répartition de toutes les espèces. Donc, on a cette répartition mondiale, mais actuellement vraiment peu d'individus. Et peu d'individus à cause de ces fameuses captures accidentelles qui tueraient chaque année plusieurs centaines de milliers de tortues marines. Donc un constat assez alarmant, hein, parce que je vous laisse faire le calcul. Si on en tue plusieurs centaines de milliers alors qu'il n'y en a que peut-être 1 ou quelques millions, là ça peut aller assez vite. Et on peut perdre ces espèces pour toujours. Et en fait, moi, c'est exactement le calcul que j'ai effectué il y a 20 ans. Je me suis dit, ben voilà, il reste tant de tortues marines, il y a autant de captures accidentelles, donc pour moi c'était plié. En fait, on allait non seulement perdre toutes les tortues luttes, mais potentiellement aussi les 7 espèces de tortues marines présentes sur cette planète. Et en fait, si on consulte un spécialiste des tortues marines comme Jacques Frété, à l'époque aussi dans les médias, hein, il a pris position en disant, voilà, là, il faut vraiment qu'on arrête de tuer des tortues en mer, sinon c'est terminé. Et d'une certaine manière, pour moi, le dossier était clos. Je me suis dit, les tortues marines, c'est cuit. Et donc moi, je suis revenu à mes occupations de jeune chercheur. Et moi, je travaillais sur les oiseaux marins. Que à l'époque, je dois l'avouer à ma très grande honte, je trouvais infiniment plus beaux que les tortues marines. Ils avaient un côté esthétique absolument incroyable. En plus, je trouvais qu'ils étaient vraiment trop forts, qu'ils étaient capables de voler, de courir, de plonger, de faire plein de choses étonnantes. Et je me disais que vraiment les oiseaux marins super intelligents allaient très bien s'en tirer malgré les changements globaux, alors que je n'aurais pas parié un centime sur les tortues marines. Donc c'était une phase de ma carrière où je construisais pas mal de programmes de recherche, notamment au Groenland. Et dans mon esprit de l'époque, j'ai trouvé que travailler en Guyane française sur la plage moite dans le noir avec les moustiques à pas dormir pendant des semaines, c'était vraiment la chose la plus dure que j'avais jamais faite, et que c'était quand même vachement plus cool d'aller étudier les oiseaux marins au Groenland, surtout dans une zone sans moustiques. Voilà.
Au début des années 2000, j'ai été aussi pris dans un espèce de vortex technologique où à l'époque on avait accès tout d'un coup à toutes ces technologies, donc GPS, accéléromètre, caméra, tout un tas de petits appareils qu'on allait pouvoir fixer sur la faune sauvage et apprendre en fait tout sur leur vie en mer et les environnements marins. Et donc je me suis concentré sur ce que je savais faire, qui était la recherche sur les oiseaux marins. Ces balises au début, voilà, on avait quelques balises, quelques accéléromètres, et puis après tout d'un coup on a eu accès à des dizaines voire des centaines de ces appareils, et on n'a plus suivi seulement un oiseau mais des dizaines, des centaines, des milliers d'oiseaux avec une résolution absolument hallucinante sur toutes leurs activités en mer. Tout d'un coup, ce qui était une page blanche pour nous c'est peuplé d'une infinité de données très précises, avec là aussi des performances assez hallucinantes. Comme mon collègue danois Carsten Evang a mis des capteurs de lumière donc, qui permettent de faire une géolocalisation de la position des sternes arctiques qui nichaient au Groenland et en Islande. Il a validé le fait que cette espèce faisait une migration de 70 000 km par an, un aller-retour entre l'Arctique et l'Antarctique tranquillement. La plus grande migration animale connue à ce jour. Et de quelques mouvements suivis par GPS, c'est un petit peu comme les mouvements des tortues que je vous ai montrés préalablement. D'abord, ces quelques individus, on s'est retrouvé avec des bases de données absolument gigantesques que dans mon laboratoire aujourd'hui, on fait fructifier pour avoir un paysage complet de l'utilisation de l'espace marin par les oiseaux marins au cours de leur migration et aussi au cours de leur nidification. Il y a par exemple une base de données entretenue par BirdLife International au Royaume-Uni qui compte plus de 13 millions de points de mesure qui nous permettent de tout savoir en fait, sur la vie des oiseaux marins en mer. Mais au départ de ce projet, il y avait tout le fun en fait, de découvrir ces mouvements en mer, mais très rapidement, en fait, on en est venu à l'impact des changements globaux. Parce que les oiseaux marins qu'on étudiait, ils étaient sous l'incidence du réchauffement climatique. Donc très rapidement, mon programme de recherche au Groenland s'est transformé en un programme qui permettait de tester l'incidence du réchauffement de l'Arctique. L'Arctique se réchauffe 4 fois plus rapidement que le reste de la planète. Donc l'impact de ce réchauffement sur les écosystèmes côtiers de l'Arctique. Les côtes de l'Arctique, c'est 1/3 de toutes les côtes de la planète. Et en fait, par le prisme de ces oiseaux marins qui étaient exposés à ces changements très radicaux. Par exemple, le tout petit oiseau qu'on voit, qui s'appelle un mergule nain, qui fait que 150 grammes et qui mange du plancton, ce petit oiseau est sous l'incidence de la disparition de la glace de mer. On voit l'océan derrière, ça devrait être couvert de glace. Là, c'est complètement ouvert. Alors, je vous montre... Aussi juste pour le plaisir et s'assurer que personne ne dort. Donc un petit oiseau de l'Arctique éminemment sociable et pas farouche, parce que là je suis assis sur un caillou en face des oiseaux, je filme avec mon téléphone. Voilà, si vous avez toujours voulu voir des manchots volants, les voici. Et donc ces petits oiseaux nous disent beaucoup de choses sur ce qui se passe en Arctique et sur l'incidence du réchauffement, parce que vous le voyez sur ce dessin. Donc moi je suis océanographe, j'ai tendance à considérer tout ce qui se passe dans la colonne d'eau, du détritus jusqu'au plancton et aux prédateurs supérieurs. Mais en fait, quand on observe les oiseaux marins, c'est beaucoup plus facile de savoir ce qui se passe avec eux que ce que font les morses ou les belugas qui ont tendance à disparaître sous l'eau. Et donc avec toutes les études qu'on a pu effectuer en Arctique, on s'est rendu compte que ces petits oiseaux, ils arrivaient à se débrouiller avec le réchauffement, mais qu'en fait il y avait 2 points de rupture principaux. Avec le réchauffement de l'Atlantique Nord, il y a de plus en plus de tempêtes de plus en plus violentes, et en fait ces tempêtes, elles finissent par tuer ces petits oiseaux qui ont très peu de réserves de nourriture, et pendant les tempêtes ils ont du mal à s'alimenter. Et en plus, avec la fonte des glaces, il y a un relargage de polluants, notamment du mercure, et ce mercure crée des problèmes physiologiques pour ces petits oiseaux. Donc voilà, on est quand même assez inquiet pour le futur de la faune arctique, notamment des oiseaux. Et puis pour revenir plus près de nous, j'ai pris un exemple d'une espèce qu'on étudie en Bretagne, les fous de bassin, donc ces grands oiseaux blancs
qui niche sur une seule colonie de reproduction en France, dans l'archipel des Sept-Îles, sur Rouzic. Donc vous avez ce tapis blanc d'oiseaux en train de nicher, qu'on étudie depuis une vingtaine d'années en collaboration avec la réserve naturelle et la LPO. Et pour moi, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur les fous de bassin, pour moi, c'était l'archétype de l'oiseau vraiment résilient vis-à-vis des changements globaux. Donc un oiseau de 3 kg, 1,80 m d'envergure, un bec de samouraï, assez agressif et prompt à défendre son territoire. Et vraiment, pour moi, c'était une espèce puissante, adaptable, que je voyais résister aux changements globaux. Et là, ce qui a vraiment plombé l'ambiance, c'est que ça a été peste et choléra. Et je vous conseille à consulter cette vidéo en ligne réalisée par Aurélien Prudor de Wild Talks, qui s'appelle Une histoire de fou, parce qu'on s'est rendu compte que les fous de bassin cumulent donc l'effet de la compétition alimentaire avec les pêcheries. Les pêcheries prélèvent trop de ressources qui pourraient servir à nourrir les oiseaux. Ils sont sous l'incidence du réchauffement. En fait, ce qui se passe en Manche, donc le réchauffement de l'océan a une incidence sur les bandes maquereaux, les bandes maquereaux qui préfèrent les eaux plutôt froides. Et ces bandes maquereaux, non seulement ils sont surpêchés, mais en plus ils vont glisser vers le nord. Il y aura plus de maquereaux autour de l'Islande et ils ont tendance à disparaître en Manche. Et les maquereaux, en fait, c'est la nourriture préférée des fous de bassin. Donc là, ils ont un problème d'alimentation. On a été également confronté aux captures accidentelles dans les engins de pêche, notamment en Afrique de l'Ouest. C'est la DAPO que j'ai montré avec le chalutier préalablement. Et cerise sur le gâteau, les fous de bassin ont été très affectés par l'épidémie de grippe aviaire de 2022, donc une épidémie de grippe aviaire qui trouve son origine dans les élevages en batterie de volailles et qui après va toucher la faune sauvage. Et là, on a perdu la moitié de la population nicheuse. Donc le constat était quand même assez alarmant avec les oiseaux marins que je pouvais étudier au Groenland ou en Bretagne. Mais en fait, en discutant avec les uns et les autres, en écologie, il y a souvent cette perception que en fait, ailleurs, ça va être mieux. C'est-à-dire que dans l'étude que je suis en train d'effectuer, ça se passe pas très bien. C'est un peu la même chose en biologie des pêches. On dit toujours, ce stock-là de poissons, enfin cette population de poissons, on a un peu exagéré, on a un peu surpêché. Mais ailleurs, il doit y avoir plein de poissons. Ou alors si on discute avec nos amis groenlandais, ils disent, non, les animaux, là, on les a un peu trop chassés, mais ils se cachent ailleurs. Donc dans cette perspective, j'ai fini par me dire qu'il fallait une analyse globale, notamment de la compétition entre les oiseaux marins et les pêcheries. Parce que peut-être que pour ces macareux cornus des prix Biloff en mer de Bering, ça se passe beaucoup mieux que pour les fous de bassin que j'étudie en Bretagne. Et quand on veut faire une analyse globale sur l'incidence des pêcheries, qui est-ce qu'on va voir ? Daniel Pauly. Voilà, donc Daniel Pauly, je suis allé voir Daniel Pauly, qui est professeur à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver et qui est le spécialiste mondial des pêcheries, de leurs impacts sur les écosystèmes. Et je savais que son équipe avait une base de données aussi sur tous les oiseaux marins de la planète, leur population et bien sûr sur les pêcheries. Alors Daniel arrivait aussi avec une sacrée réputation, puisque le New York Times, qu'il avait élu, je crois, personnalité de l'année au début des années 2000, disait Daniel Pauly, spécialiste mondial en recherche halieutique, est tantôt décrit par ses collègues comme inspirant, arrogant, brillant ou exaspérant. Et puis plus près de nous, Didier Gasquel, qui a écrit un excellent ouvrage qui s'appelle Pour une révolution dans la mer, disait la controverse est typique d'un Daniel Pauly. Tu le mets dans une communauté de gens qui ronronnent et tout d'un coup ça explose. Des tas de gens le détestent pour ça. Donc je suis allé voir Daniel, je suis allé travailler à Vancouver et donc Daniel Pauly, c'est bien sûr ce spécialiste qui a été le premier à la fin des années 90 à tirer la sonnette d'alarme sur notre incidence, sur l'incidence des pêcheries sur les écosystèmes, avec la notion de pêche jusqu'à épuisement. Vous voyez qu'on démarre à gauche avec une grande diversité d'espèces, des poissons de grande taille, et on finit avec des méduses, voire du détritus quelques décennies plus tard. Alors je connaissais ces travaux scientifiques, mais en collaborant avec Daniel, ce que j'ai aussi découvert, c'est un personnage de roman. C'est un personnage de roman et aussi une ambition scientifique, mais aussi un agenda politique
derrière ces travaux. Alors on s'interroge aujourd'hui beaucoup sur la position du chercheur dans la société, sur notre engagement en politique. Bien sûr que la recherche est politique, bien sûr que notre activité est politique. Et je pense que Daniel en est un excellent exemple, puisque toute son activité trouve ses racines dans les luttes des années 60 et 70. Notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe. Donc j'ai rédigé sa biographie scientifique, qui est disponible en français et en anglais. Mais on a aussi effectué cette analyse mondiale de l'incidence de la compétition des pêcheries avec les oiseaux marins. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc vous avez ici la taille de la communauté mondiale des oiseaux marins, c'est cette ligne qui décline entre 1970 et 2010. Donc vous voyez une baisse assez inquiétante. Et en même temps, la ligne du haut, c'est les volumes pêchés à l'échelle planétaire et les volumes de proies pêchées qui pourraient être des proies potentielles pour les oiseaux marins. Et vous voyez que ces pêcheries augmentent, puis se stabilisent et déclinent légèrement. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que malgré la diminution de la taille de la communauté mondiale des oiseaux marins, il y avait de plus en plus de compétition alimentaire créée par les pêcheries. C'est vraiment l'étau des pêcheries qui se resserre sur les oiseaux marins. Donc j'étais quand même assez défrisé de voir aussi que de mon vivant, en 50 ans, on était passé de 1 milliard d'oiseaux marins à peu près la moitié sur cette planète. Et pour moi, ça détruisait complètement ma perception des oiseaux marins comme adaptables, intelligents. Je veux dire, quand même, une tortue verte, 6 grammes de cerveau. Je veux dire, le programme est quand même très simple. Le programme est quand même très simple. Et si on compare avec la performance physique, l'adaptabilité de ce manchot Adélie, pour moi, ça me paraissait vraiment assez dingue que les oiseaux marins puissent péricliter de la sorte. D'autant plus que, à peu près au même moment, je tombe sur cette publication et quelques autres. Et donc cette publication qui dit des succès pour la conservation des tortues marines à l'échelle planétaire. Donc tout d'un coup, vraiment contre toute attente, 20 ans après mon expérience, presque 20 ans après mon expérience guyanaise, les tortues marines avaient l'air de se porter beaucoup mieux. Et donc ce que vous voyez ici, en vert, sont les populations de tortues marines étudiées sur le long terme qui ont tendance à croître. Donc il y a quand même beaucoup plus de points verts que de points rouges sur ce graphe. Et pour moi, c'était complètement inexplicable. Parce que ce que j'avais vu de travail de protection des plages de reproduction de tortues marines, pour moi, c'était du temps de perdu parce qu'il y en avait tellement qui se faisaient tuer en mer par les pêcheries, c'était impossible de les sauver. Et ça a été le point de départ d'une grande enquête. Donc je me suis remis très sérieusement à la plongée en bouteille. J'ai fait une enquête sur les tortues marines un petit peu partout dans le monde. Déjà pour que ce soit une expérience immersive au sens propre du terme et aussi pour rencontrer ces tortues dans leurs environnements. Mais aussi je me suis inspiré pour ce livre de l'activité rédactionnelle d'un écrivain américain qui s'appelle David Quammen. Donc David Quammen, qui a d'abord étudié la littérature à Yale, s'est après passionné pour les mondes sauvages. Il a même disparu une décennie dans l'ouest des États-Unis. Et puis en 1997, il a publié ce monument qui s'appelle The Song of a Dodo, qui est sur la biogéographie insulaire. Ou qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les espèces sauvages et l'évolution des espèces en milieu insulaire, aussi pourquoi on en perd beaucoup plus en milieu insulaire qu'ailleurs. Et j'ai été vraiment ébloui par cet ouvrage et aussi par un autre qui s'appelle Spillover, qui notamment nous prévenait de l'épidémie de coronavirus quasiment une décennie avant que ça nous tombe sur le dos. Et en fait, la technique de travail de David Quammen, c'est que bien sûr, il s'imprègne de toutes les connaissances scientifiques sur un sujet, mais également, il va à la rencontre des scientifiques qui étudient ces questions sur le terrain, y compris en Afrique face à Ebola et tout ça. Et en fait, son livre parle de science, mais devient un roman d'aventure. Et donc, c'est précisément ce que j'ai eu envie de faire. Et d'autre part, j'avais été très marqué
par une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand. Donc pour moi, c'était très clair aussi que je ne voulais pas rédiger cet ouvrage juste moi, scientifique occidental, dans mon bureau sur la base de publications en anglais, mais je voulais aller à la rencontre de tous ces acteurs des pays du Sud qui en fait sauvent les tortues parce que c'est là que ça se passe. Donc j'ai voulu aller à la rencontre de Laura Exley au Costa Rica qui s'inquiète à juste titre de l'incidence de tous les chiens errants sur les pontes de tortues olivâtres. Je suis allé voir Chandana Pusapati en Inde qui me dit chez les tortues marines, tout ça demeure agréablement mystérieux. Et c'est ce qui confère toute leur poésie à ces espèces, leur romantisme aquatique. Je suis aussi allé voir Ulysse, le ex-harponneur de tortues luttes aux Moluques, devenu guide d'écotourisme. Bon, qui trouvait que j'étais nul en apnée, mais qui avait cette capacité à chanter à la surface de l'océan Pacifique pour attirer les tortues luttes. Et c'est dingue, ça marche. Et je suis aussi allé voir Dia Pleby, ambassadrice culturelle, pour ne pas dire chamane, Yaourou en Australie, qui m'a dit la tortue que nous nommons Gourlibil traverse nos rêves avec une grâce incommensurable. De leurs ailerons magnifiques, les Gourlibil massent le monde et le soignent. Elles soignent notre territoire. Et je pense que si les tortues marines sont si importantes pour les peuples premiers un peu partout sur la planète, c'est qu'ils, bien sûr, ils ont une perception de leur longévité extraordinaire, aussi probablement de leur long passé sur Terre. Et ce que j'ai trouvé un peu partout dans le monde, c'est ce mythe fondateur de la tortue monde qu'on voit ici dans un temple hindou du sud de l'Inde. Et donc cette tortue porte le monde, avec notamment ici un bel alignement de cobras. Mais parfois, en fait, c'est la tortue qui porte les éléphants qui va porter le monde. Et cette tortue monde, on la retrouve chez les hindous, aussi chez les mayas, chez les aztèques, chez les aborigènes d'Australie, chez les Amérindiens en Amérique du Nord, même en Nouvelle-Écosse, en fait, pour les Amérindiens de Nouvelle-Écosse. La forme de leur île est en fait une carapace de tortue qui émerge de l'Atlantique Nord. Donc vraiment ce mythe fondateur planétaire, ancré dans une histoire évolutive extrêmement profonde, puisque les tortues en tant que groupe émergent il y a à peu près 260 millions d'années. Alors vous voyez, alors je suis pas paléontologue, il faudrait consulter Julien Claude à l'ISEM qui m'a conseillé pour ce chapitre. Donc ça ne ressemble pas encore tout à fait à une tortue, c'est plutôt un lézard obèse avec des protections qui l'aident potentiellement à mieux creuser pour aller se cacher sous terre. Et voilà, qui apparaît il y a 260 millions d'années en milieu terrestre. Et qu'est-ce qui se passe il y a 252 millions d'années? Première extinction de masse. Qui va dézinguer 90% de toutes les espèces marines, 75% des espèces terrestres. Les lézards obèses traversent cette crise et reviennent à la vie marine d'une certaine manière il y a à peu près 220 millions d'années. Alors on retrouve notre espèce de lézard, proto-tortue marine, dans ces environnements marins. Et il y a 200 millions d'années, qu'est-ce qui se passe? Re-extinction de masse, redisparition des trois quarts des espèces marines. Les proto-tortues marines traversent cette crise. Et on pense que par la suite, il y a des dizaines d'espèces de tortues marines différentes qui émergent. Et très souvent, ces tortues marines sont des géantes. Donc je vous présente Archélon, qui fait 4 mètres de long, que vous pouvez admirer au musée d'histoire naturelle à Vienne, qui vivait il y a à peu près 75 millions d'années, et une hypothèse pour expliquer ce gigantisme chez ces tortues marines du passé, c'est que voilà, elles faisaient face à des prédateurs tout aussi géants. Donc ici, je vous présente Bruce. Donc c'est un mosasaure qui est présent dans un musée au Canada, et Bruce, sa grande bouche là est suffisamment grande pour gober une camionnette. Donc c'est sûr que face à des cocos comme ça, en tant que tortue, j'ai envie en fait de m'échapper par la taille pour être moins facilement croqué. Mais les tortues marines seront bientôt débarrassées de tous ces prédateurs terribles des océans, parce que qu'est-ce qui se passe il y a 66 millions d'années? Astéroïde, paf, re-extinction de masse.
les tortues marines traversent. Vous savez, c'est comme dans la chanson, le matou revient le jour suivant. Donc les braves tortues marines sont toujours là et elles parviennent jusqu'à nous, miracle. Donc c'est là où quand même, après avoir consulté tout ça, tout d'un coup j'étais en admiration devant les tortues. Je me suis dit mais c'est juste incroyable qu'elles parviennent jusqu'à nous. Et quand on voit la tortue imbriquer cette merveille de marqueterie qui plane au-dessus d'un récif corallien, ben on s'interroge vraiment sur les origines de cette résilience incroyable. Et je ne vais pas tout vous dévoiler, je vais juste vous donner quelques petites pistes. D'abord, bien sûr, un corps comme un coffre-fort. Vous voyez quand même, il y a une grosse carapace sur 6 des 7 espèces, parce que la tortue lutte n'a pas vraiment de carapace. Mais voilà, mais j'ai ce corps vraiment très protégé des prédateurs. Je ne peux pas rentrer ma tête comme une tortue terrestre, mais je suis quand même relativement protégé. Quand il y a beaucoup de requins, comme les tortues à dos plat dans le nord-ouest de l'Australie, et que je me repose à la surface, je dresse mes nageoires en dehors de l'eau pour pas trop me les faire croquer. Après, un élément en fait vraiment sous-estimé, c'est un bec extrêmement tranchant. Donc si vous voulez aller aider sur les plages à la conservation des tortues, c'est très bien. En plus, généralement, on les observe de l'arrière pour pas les déranger. Mais si par hasard, vous avez des choses à faire devant la tortue, eh ben, faites quand même bien gaffe parce que le bec, il est très tranchant. Et ça, à mon avis, les requins et les crocodiles marins, ils le savent. Et après, voilà, un hydrodynamisme soigné, c'est-à-dire que autant ces tortues... On l'a vu sur la tortue lutte au tout début, vraiment, elle se traîne avec difficulté. Elle pèse 600 kilos, il faut qu'elle se traîne sur la plage et tout ça. Une fois dans l'eau, un petit coup de nageoire et elle glisse jusqu'à 35 km/h et échappe très facilement. Bien sûr, c'est des reptiles, donc il y a un métabolisme naturellement bas, donc un mode de vie extrêmement frugal qui va permettre à la tortue de jeûner très longtemps. Pour traverser potentiellement certaines crises, y compris les extinctions de masse. Et par exemple, les tortues luttes qui vont se gaver d'énormes méduses au large de la Nouvelle-Écosse l'été, une fois qu'elles sont gonflées comme des bibendums, bon, il faut en manger beaucoup des méduses pour prendre du gras à ce point-là, mais voilà, une fois qu'elles font 600-650 kilos, potentiellement elles peuvent jeûner pendant 6 mois sans trop de problèmes. Et bien sûr, là je ne vais pas trop en dévoiler, mais voilà, il y a un vieillissement à tout petit feu, voilà, avec une longévité absolument extraordinaire. Et aussi, on oublie toujours de le mentionner, quand même une fécondité assez dingue, avec ces centaines d'œufs. Les tortues luttes, quand elles arrivent en Guyane, à chaque fois elles vont pondre une centaine d'œufs, 10 kilos d'œufs dans un nid. Et ça, elles vont le faire 4-5 fois dans la saison. Donc ça fait beaucoup d'œufs. Et en plus, il y a des stratégies de groupe, comme vous le voyez ici. Alors on parle souvent des arribadas, en parlant du Costa Rica, du Mexique, et en montrant toutes ces tortues olivâtres qui montent par milliers, voire par dizaines de milliers sur la plage pour pondre. Mais ça se passe aussi en Inde. En fait, les arribadas les plus amples se passent dans le golfe du Bengale, en Orissa, où parfois 150 000 tortues olivâtres montent d'un coup en quelques jours pour pondre. Voilà, donc ça fait beaucoup d'œufs, et forcément, au moment de l'éclosion, les prédateurs sont noyés par toutes ces petites tortues qui partent en mer, et ils vont pouvoir en gober seulement une partie, d'autant plus que les gens qui font les documentaires animaliers sont des gros feignants. Ils vont aller filmer les émergences de tortues le jour, pour bien montrer comment les frégates les bouffent et tout ça, alors que 95% des émergences se font de nuit. Voilà. Parce que quand même, les tortues sont pas bêtes, elles n'ont pas trop envie de se faire bouffer par les frégates. Donc elles partent de nuit, les petites tortues. Et après, bon là, je monte la séquence aussi vraiment pour le plaisir, parce que la petite tortue verte qui fait 15 cm, je pense, est vraiment trop mignonne. Donc ces petites tortues, elles vont partir. Et au contraire de cette petite tortue qui est très tranquille dans les eaux de Martinique, elles vont vite se sauver en haute mer pour échapper aux prédateurs. Parce que le plus dangereux pour elles, c'est tous les poissons prédateurs des zones côtières. Donc elles vont partir en haute mer, nager pendant des jours. Et là, elles vont disparaître en haute mer pendant des années, voire des dizaines d'années. Et c'est ce qu'on appelle les années perdues. Mais elles sont perdues que pour nous, parce que pour les petites tortues, elles vont grandir, elles vont grossir. Et en fonction de la nourriture qu'elles vont trouver, elles vont revenir sur leur plage natale, ou à côté, en tout cas dans la même région, pour pondre. Peut-être 10 ans, 15 ans, pour les moins chanceuses, 45 ans après leur naissance. Donc là aussi, on est vraiment sur des cycles de vie
qui sont ancrées dans le temps long. Voilà, quelle merveille. Alors normalement, au bout d'un moment, elles respirent, vous allez voir. Parce que quand même, c'est les championnes du monde de l'apnée. Mais de temps en temps, il faut venir respirer à la surface de l'océan. Hop, et c'est reparti. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse se réjouir de ces succès en termes de conservation. Clairement, on le doit à toutes ces personnes qui s'engagent sur les plages que visitent les tortues pour pondre, pour protéger les nids, pour écarter les chiens errants, etc. Mais en mer, il y a quand même des menaces sérieuses auxquelles il va falloir faire face. Et ce qui a été extrêmement médiatisé, c'est l'incidence des déchets plastiques, des sacs en plastique mangés par les tortues. Et moi, j'avais cette connaissance, en fait, parce que voilà, on est sous l'incidence des médias, c'est clair. Et moi, je pensais aussi que voilà, les déchets plastiques ingérés par les tortues, c'était la menace numéro 1 quand elles étaient dans les océans. Eh ben non. En fait, bon, c'est sûr que manger du plastique, c'est pas bien. Et toutes les tortues marines de Méditerranée, par exemple, mangent des microplastiques. Mais en fait, les taux de mortalité, et il y a encore une étude récente qui compare ça chez les mammifères marins, chez les oiseaux marins et chez les tortues. En fait, les mortalités effectives par ingestion de plastique sont vraiment toutes petites. Alors que vous vous souvenez, on a des centaines de milliers de tortues qui meurent à cause des engins de pêche. Et pas seulement à cause des filets ou à cause des hameçons. Des fois, il suffit en fait d'un fil en nylon. Et je vous présente la tortue Greta, que vous rencontrerez aussi dans le livre. Et ce qui a mis Greta dans cet état, c'est un simple fil en nylon dans lequel elle s'est emmêlée pendant des jours et pendant des semaines jusqu'à perdre une de ses nageoires. Et après, en fait, comme elle était prisonnière de ce fil en nylon et qu'elle flottait à la surface, bah, vous voyez sur sa carapace, elle s'est pris une hélice de bateau. Et ce qui veut dire que Greta n'a plus qu'une nageoire fonctionnelle sur 4. Voilà. Et ça c'est la menace principale. Et ce qui veut dire que le plus gros levier en faveur de la conservation des tortues marines qu'on peut avoir à l'heure actuelle, on parlera peut-être après de l'incidence du changement climatique dans la discussion, mais à l'heure actuelle, le plus gros levier en faveur des tortues marines qu'on peut avoir, c'est vraiment une réforme des pêcheries, des pratiques de pêche. Et c'est là où on a toutes les cartes en main pour rentrer dans un cercle vertueux. Parce que des pêcheries durables qui capturent plus de tortues marines, c'est également des pêcheries durables qui vont nourrir 2 fois plus de personnes dans les pays pauvres. Et aussi qui, même en France, nous permettront de manger du poisson jusqu'à l'éternité sans détruire les ressources marines. Et je voudrais conclure aussi sur le fait que tous ces programmes de terrain qui visent à protéger les tortues, et en fait on en vient à la chanson des Beatles, hein, les tortues, ben en fait si elles sont là, c'est With a Little Help from My Friends. Mais tous ces programmes de terrain qui permettent de protéger les tortues marines, ben on fait beaucoup de choses aussi pour les personnes qui sont venues les aider. Et là, je rapporte la parole de Sophie Davé qui dit « Ce programme fait beaucoup pour les tortues marines, mais aussi pour les milliers de jeunes gens qui ont participé depuis le début. Personnellement, ma confiance en moi est tout autre depuis que je travaille ici. Je ne pensais pas que c'était possible. » Voilà, je vais vous laisser en compagnie de cette belle nageuse qui vous remercie. Et voilà, j'ai essayé d'être leur porte-parole ce soir et je vais prendre vos questions. Voilà, je voulais remercier l'Agora pour l'invitation, les très très nombreuses personnes qui m'ont aidé dans ce projet, notamment mon éditeur Stéphane Durand et mon épouse Bénédicte Martin qui a illustré le livre. Merci beaucoup. Oui, bonsoir monsieur. Votre film m'a rappelé des souvenirs de tortues. J'habitais à Saint-Martin une quinzaine d'années, avant l'an 2000, donc ça fait un moment. Et j'ai eu l'occasion de faire du bateau avec des filets, malheureusement, pour les restaurants de la ville. Mais c'était mis le soir
à la nuit et on allait à 6 heures du matin, à peu près à 500 mètres. Bon, allez, on va dire 1 kilomètre, allez. Parce que peut-être je ne m'étais pas bien rendu compte. Mais donc, comme par hasard, par 2 fois où je suis allée, eh ben, il y avait une tortue prise dans les filets. Alors, malheureusement, eh ben, on n'a pas pu la sauver. Elle était morte. Impossible. Il y avait d'autres poissons, il y avait des raies, mais enfin, bon, des petits poissons. Il y avait aussi quelques petits requins, vous vous rendez compte? Mais on était au maximum un kilomètre de la... Mais je pense que c'est ce qui caractérise les captures accidentelles et c'est ce qui fait qu'il y a des marges d'erreur énormes dans notre capacité à donner des chiffres. Nous, on connaît ça très bien avec les captures accidentelles d'oiseaux marins ici dans le golfe du Lion. Très souvent, en fait, il ne se passe rien. Et tout d'un coup, on peut avoir des événements catastrophiques de dizaines ou parfois même... J'y suis allée par 2 fois et chaque fois, il y avait une tortue de taille moyenne. Donc c'était pas le bon endroit pour pêcher, oui. Manifestement. Ah ben oui, mais les restaurateurs, ils avaient des raies, on a même attrapé des petits requins. Voilà, ça faisait peur aux Américains parce qu'il y en a là-bas beaucoup. Mais la tortue, j'ai pas voulu en goûter une miette. Ça a été plus fort que moi. Merci pour votre témoignage. Et puis, on m'avait dit, on te donnera la coquille et la carapace. Et puis, la carapace, elle est restée là-bas. Je ne l'ai pas ramenée en France. C'est quand même un animal qui est fantastique, quoi. Voilà. Évidemment, les autres, puisqu'on mange des poissons, c'est sûr que... Voilà. Bon. Et ben voilà. Merci. Bonsoir. Ça marche? Oui. Très belle conférence, beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a une explication pour les tortues luttes de Guyane où je vivais, au fait que quand la grosse tortue repart vers l'eau, elle remonte 3 fois. Est-ce qu'il y a une explication? Elle est dans l'eau et elle remonte 3 fois avant de partir définitivement. Quelquefois, oui. Je me suis toujours posé la question. Était avec un guide qui nous a expliqué ça et en effet, on l'a vu. Est-ce que je sais pas. Est-ce que vous avez une explication? C'est un moment que j'aime beaucoup, surtout si c'est au soleil levant. Oui, en fait, elles prennent de l'air avant de plonger, parce qu'après elles vont être là tapies dans les eaux côtières, à rester au fond de l'eau. Et si c'est des tortues femelles, en fait, elles vont rester relativement proches du rivage pour potentiellement venir pondre à nouveau. Oui. Voilà, donc elles sont là, oui. Mais quand on les voit juste à la surface, elles inspirent avant de pouvoir plonger et rester potentiellement quelques heures sous l'eau. D'accord. C'est pour pouvoir revenir pondre. En tout cas, c'est pour revenir pondre qu'elles restent dans les eaux côtières, ce qui pose tout un tas de problèmes de capture accidentelle dans les filets de pêche. Oui, je connais bien le problème. Voilà. Oui. Merci. Merci à vous. Il y a une dame juste derrière vous. Vas-y alors. Bonjour, voilà, je vais revenir sur Montpellier, la région. En fait, j'ai entendu parler que les tortues kawan avaient pondu des œufs vers les Aresquiers à plusieurs reprises. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que c'était un lieu de ponte régulier ou elles sont venues ici suite à des modifications climatiques ou des modifications de l'environnement et de leur écosystème? Alors oui, c'est dû au réchauffement de la Méditerranée et au fait que, vous l'avez bien vu, les plages... ici en région sont aussi chaudes, le sable des plages et les plages elles-mêmes sont aussi chaudes l'été que les plages grecques ou turques. Et donc on atteint le niveau de température qui est propice pour la nidification des tortues kawan.
Et donc ça, c'est donc les tortues kawan qui nichaient historiquement plutôt dans la partie est de la Méditerranée gagnent du terrain vers l'ouest. C'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, il y a de plus en plus de pontes, par exemple, sur les côtes italiennes. Et puis maintenant, depuis quelques années, sur le littoral français. Et je pense que ça va continuer à se développer. Donc c'est sûr que le réchauffement de la Méditerranée, c'est pas une bonne chose. Mais si on peut admirer des tortues kawan dans notre région, c'est grâce à ça aussi. Et après, il peut y avoir un piège écologique en ce sens où les eaux côtières ici dans le golfe du Lion, la température des eaux peut baisser assez rapidement à l'automne. Et pour les petites tortues, ça peut devenir trop froid. C'est-à-dire que pour les petites tortues, si on descend en dessous de 15 degrés, par exemple, elles risquent de tomber en torpeur et potentiellement de mourir. Donc on ne connaît pas encore les taux de survie de ces petites tortues qui sont nées sur les plages ici dans la région. Mais normalement, il va y en avoir de plus en plus. Oui, bonjour. Merci de vos propos. Compte tenu des problèmes vécus par les baleines concernant la pêche, comment avez-vous des idées sur la façon dont pourrait s'envisager une réglementation mondiale pour les tortues ? Alors pour les tortues, donc il y a déjà tout un tas d'initiatives. Déjà, quand il s'agit des chaluts, il y a un système de trappe en bas du chalut qui va s'ouvrir si une tortue est prisonnière pour la laisser sortir. C'est quelque chose qui est utilisé depuis des dizaines d'années. Et par exemple, les bateaux de pêche aux États-Unis doivent avoir ce système-là et l'utiliser. Et donc ça, c'est une initiative qui normalement gagne du terrain même à l'échelle mondiale pour éviter de noyer les tortues dans les chalutiers. Après, je pense que la régulation... Alors après, il y a aussi des types d'hameçons. Il y a des types d'hameçons arrondis, plus arrondis que la moyenne, qui permettent d'éviter les captures accidentelles sur les palangres. Après, il y a des systèmes lumineux qui sont testés aussi sur les engins de pêche pour éloigner les tortues marines. Enfin, en tout cas, voilà, il y a tout un panel de mesures qui sont disponibles et qui ont été testées par les spécialistes des tortues marines et qui peuvent être mises en place. Et je dirais qu'après, pour les autres groupes, oiseaux marins et mammifères marins, après, les mesures sont relativement variées. Par exemple, si on a réussi à quasiment éradiquer les captures accidentelles d'albatros de pétrel dans l'océan austral, c'est parce que les bateaux de pêche ont commencé à mettre les palangres de nuit. Et donc de nuit, il y avait moins de captures d'oiseaux marins qui venaient essayer de prendre les appâts sur les hameçons et qui se prenaient sur les hameçons. Après, les captures accidentelles de dauphins le long des côtes, enfin de la partie au nord du golfe de Gascogne, là par contre, il s'agit d'un moratoire qui spécifie qu'on doit fermer une certaine zone à une certaine époque de l'année parce qu'on sait que c'est un point chaud de capture des dauphins et que en fait voilà, il y a des grands spécialistes basés à La Rochelle qui ont bien identifié la zone et la période de l'année où ça se passe. Et donc là en fait c'est juste une question de volonté politique de dire ben voilà, si vous voulez plus tuer de dauphins à cette période de l'année, il faut pas pêcher là. Voilà, mais oui, il y a tout un panel de mesures. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir un déséquilibre entre les tortues mâles et les tortues femelles ? Les tortues femelles se faisant braconner quand elles vont pondre. Alors ça, effectivement, il y a des zones dans lesquelles toutes les tortues qui montent sur le rivage sont mangées. On m'a dit que c'était le cas, par exemple, à Madagascar. Alors que les tortues mâles, effectivement, ne vont quasiment jamais à terre. Par contre, les tortues mâles sont également tuées sous forme de capture accidentelle. Et vous l'avez vu, en fait, le problème des captures accidentelles est, je dirais, est gigantesque par rapport aux animaux qui vont se faire manger. C'est-à-dire que, par exemple, à Mayotte, on disait qu'il y avait 300... Enfin, j'ai vu le chiffre de 350 tortues consommées dans l'année. Bon, bah, c'est sûr qu'il faut pas manger les tortues femelles qui viennent pondre, mais ces 350 tortues, moi, je vous parle de centaines de milliers qui meurent dans les engins de pêche.
Donc il faut bien voir l'échelle des choses. Après, par contre, il peut y avoir un déséquilibre mâle-femelle, en ce sens où la température de la plage détermine le sexe des petites tortues. Et donc les plages extrêmement chaudes ne vont produire que des femelles. Il va y avoir une féminisation. Et ça, c'est une menace sérieuse liée au réchauffement climatique. Alors il y a deux choses potentielles. Une, c'est qu'il faut quand même beaucoup moins de mâles que de femelles pour maintenir une population, parce que les mâles vont s'accoupler avec plein de femelles et c'est les femelles qui vont pondre des milliers d'œufs. Et d'autre part, les tortues marines, pour certaines populations, on a vu qu'elles adaptent leur calendrier de ponte pour pondre un peu plus tôt dans l'année. Pour éviter la plus forte chaleur et éviter de produire que des femelles. Mais on estime que cette plasticité n'est pas suffisante pour enrayer une féminisation de la population. Et je pense que cette féminisation, au moins pour certaines populations, ça va être un problème sérieux. Merci, bonsoir, merci. C'était très intéressant. Je voudrais apporter un complément d'information à ce que vous venez de dire sur Mayotte, et puis j'aurais également une question à vous poser. Donc sur Mayotte, en fait, le chiffre de 350 tortues braconnées est tout à fait... c'est une estimation qui est faite par le REMAT. C'est un réseau d'échouage des tortues marines et des mammifères marins qui est basé sur les restes des tortues qui sont retrouvées sur les plages. Or, à Mayotte, dans la plupart des cas, les tortues sont embarquées sur des embarcations de fortune et sont braconnées dans des mangroves, dans des endroits sur l'arrière-plage. Et les restes ne sont pas retrouvés. Donc, l'estimation de 350 est absolument très, très inférieure à la réalité. Voilà, malheureusement, malgré la Convention de Washington où toutes les espèces de tortues sont protégées, à Mayotte, département français, elles continuent d'être massivement braconnées et consommées. Voilà, donc il existe des personnes sur le terrain qui font des permanences sur les plages, sur les sites de ponte pour justement faire de la dissuasion passive au braconnage. Et des initiatives existent et il faudrait effectivement davantage de citoyens pour pouvoir développer ces surveillances. Et donc la question que je voulais vous poser, en fait j'en ai deux, c'est concernant les juvéniles. Étant donné que vous êtes quand même très au clair avec la technologie, je me demandais s'il était possible d'appareiller ces petites tortues avec des micro-balises pour pouvoir éventuellement les suivre et en savoir un petit peu plus sur ces années perdues. Ça, c'est la première question que je voulais vous poser. La seconde question, c'est concernant la communication des tortues marines entre elles. Il y a des recherches, je crois, qui sont un peu balbutiantes, et notamment Damien Chevalier s'y intéresse dans les Antilles. Et savoir si ce type de recherche va se développer, parce que je pense que ça pourrait être très, très intéressant, et notamment par rapport aux captures accidentelles, savoir si des gros chaluts pourraient, à condition de comprendre leur langage, si ces gros chaluts pourraient être appareillés de sons qui écarteraient, qui feraient fuir les tortues des zones à risque. Ben merci, je vais pouvoir tenir 1 heure. J'en ai d'autres, hein, sinon. Donc tout d'abord, juste pour bien clarifier les choses, je pense l'avoir dit, mais je réitère. Vous savez, il y a une dizaine d'années, il y avait ce prix les héros de la biodiversité, qui était un truc un peu people. Mais moi, je pense que pour moi, les héros de la biodiversité, c'est toutes ces personnes sur le terrain qui vont protéger les tortues. Donc moi, je suis en admiration. Donc c'est vraiment ces personnes qui sont sur le front, parfois même dans des zones vraiment dangereuses, contrôlées par des plages contrôlées par les narcotrafiquants. Voilà. Donc vraiment, moi, il y a des terrains sur les tortues marines qui sont tout simplement dangereux. Et les gens y sont, hein, et ils y vont. Donc voilà, et donc ils ont toute mon admiration et je pense que leur travail est vraiment nécessaire. Et je dois dire que ce qui se passe sur Mayotte, ça nous renvoie aux périodes historiques où en fait les tortues étaient exploitées de manière industrielle comme nourriture. Et ce qui a créé vraiment l'effondrement des populations. Et là, ce qu'on contemple actuellement, c'est vraiment des reliques de ce passé, hein, de ce milliard de tortues, à cause des consommations. Après, par rapport à votre première question, oui, il y a des études que je détaille dans le livre pour suivre les mouvements des petites tortues en mer.
ça pose tout un tas de problèmes éthiques par rapport à la taille des appareils et la taille des appareils par rapport à la taille des petites tortues. Voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc moi j'ai fait ma thèse dans un groupe qui était pionnier dans l'utilisation de toutes ces micro-balises, mais également pionnier par rapport à toutes les études d'impact des micro-balises sur le comportement des animaux. Donc je suis particulièrement sensible à la question. Et je pense qu'il y a eu pas mal d'études pionnières sur les petites tortues qui avaient des balises trop grosses. Mais voilà, mais il y a eu plein de progrès technologiques qui ont été effectués. Et c'est comme ça qu'on sait que les petites tortues marines qui naissent dans la zone Caraïbe, en une année, 2 années, vont traverser l'Atlantique, vont se retrouver aux Açores, vont se retrouver en Afrique de l'Ouest, aussi grâce à des modèles mathématiques de la circulation des courants océaniques qu'elles utilisent pour voyager. Donc voilà, donc il n'y a pas des foules de publications, mais il y en a quand même que j'ai trouvé vraiment passionnantes, voilà, que je relate dans l'ouvrage. Après, pour la communication acoustique, alors ce que les dernières études montrent, c'est que les tortues sont capables de générer des sons. Donc les tortues sont surtout des organismes visuels. Donc elles ont ces beaux grands yeux qui leur permettent de voir dans les profondeurs. Donc elles sont très visuelles. Elles utilisent aussi le champ magnétique terrestre, bien sûr. Aussi elles goûtent le goût de l'océan pour s'orienter et les odeurs proches des plages de ponte. Mais par contre, c'est pas flagrant au niveau de la communication acoustique. Jusque-là, c'était pas flagrant. Mais effectivement, il y a des études qui montrent actuellement qu'elles émettent des sons sous l'eau. Qu'on a du mal à classifier ou même savoir à quoi ça peut servir. On a découvert d'ailleurs que les manchots aussi émettent des sons sous l'eau. Donc là, vraiment, cette recherche est balbutiante. Après, de là à faire des signaux auditifs sur les engins de pêche, vous savez, pour les animaux marins, et d'ailleurs, il y a un très bon livre qui vient de paraître là-dessus, en fait, maintenant, les océans sont assourdissants. C'est assourdissant. Et ça, je pense que c'est une des choses aussi qu'on ne perçoit pas tant que ça. Enfin, nous, on le perçoit quand on plonge des fois. Mais pour les tortues marines en Méditerranée, par exemple, je veux dire, ça doit être juste assourdissant. Donc, de là à rajouter encore des signaux sonores, je sais pas. Ouais, recherche, c'est le tout début des recherches sur ce thème. Oui. Merci. Oui, moi j'ai une autre question là-haut. Oui, je vous vois. Merci beaucoup déjà pour votre présentation qui était passionnante. Moi, j'aimerais savoir qui s'engage sur la protection des tortues en France, entre les associations, les institutions, et quels sont les moyens alloués? Sont-ils plutôt en évolution positive? Et aussi sur la législation, est-ce qu'elle évolue selon vous positivement? Est-ce que vous êtes plutôt serein là-dessus ou pas? Alors, vaste question. Alors, ce qu'on voit, la scène de protection des tortues marines à l'échelle mondiale est extrêmement diverse et variée. Quand je suis allé au Costa Rica, j'ai recensé, je crois qu'il y avait 70 ONG qui bossaient sur les tortues marines. Voilà, donc on s'y perd assez rapidement. Donc en France aussi, il y a beaucoup d'initiatives que je vais pas lister. Mais par exemple, on peut penser à l'aquarium de La Rochelle, qui a aussi un centre de soins. On peut penser au CESMED et à tout ce qui est fait au Grau-du-Roi, par exemple, ici en Méditerranée. Voilà, il y a pas mal d'initiatives de ce type qui fonctionnent très bien. Ce qui veut dire que voilà, si vous trouver une ponte de tortue par exemple sur une plage ou voilà, une tortue en train de pondre sur internet, vous trouverez très facilement le numéro d'urgence à appeler s'il se passe quelque chose. Bien sûr, il faut surtout pas déranger la tortue, pas se mettre face à elle, pas mettre de lumière la nuit, etc. Et après, pour ce qui est de la législation, tous les reptiles sont protégés en France, et donc les tortues en font partie. Elles sont protégées de manière intégrale, hein, donc on n'a rien le droit de faire avec elles. Et après, je dirais que les tortues en France seront probablement bien protégées là où elles viennent pondre, si elles peuvent pondre, parce que j'ai vu par exemple, quand je suis allé enquêter à Naples, on m'a montré des photos aériennes où la tortue Kawan, on voyait bien à la trace, elle était sortie de l'eau, elle avait buté sur une paillote avec des fauteuils en plastique qui recouvraient la plage, elle avait fait demi-tour et elle était repartie dans l'eau. Donc il faut, et là en fait ça va poser, et je dirais qu'on n'est pas du tout prêt en fait à accueillir les tortues marines sur notre littoral, parce qu'il y a des choses partout, il y a des paillotes, il y a une barre lumineuse la nuit.
qui va les déranger, qui va déranger les petites tortues. Donc ça pose vraiment des problèmes assez fondamentaux. Mais c'est bien de se poser ces questions-là par rapport à la manière dont on aménage ou pas le littoral. Parce que clairement, c'est des espèces qui vont avoir tendance à monter sur les plages la nuit, dans le noir. Mais je dirais que là où les tortues vont venir pondre, probablement il y aura, et on l'a vu, les nids étaient gardés, il y avait un bon dispositif. Donc là, je suis assez confiant. Par contre, encore une fois, en mer, le taux de capture accidentelle, on ne le connaît quasiment pas. C'est la même chose pour les oiseaux marins que j'étudie. Donc là, par contre, ouais, je suis très inquiet par rapport à l'augmentation du trafic maritime. Donc tous les problèmes de bateaux qui vont percuter les tortues, qui vont venir respirer à la surface. Et il faut savoir d'ailleurs que historiquement, les tortues, elles le font probablement moins maintenant, mais elles aimaient beaucoup venir à la surface de la Méditerranée pour se reposer. Ce qui est la meilleure manière de se faire percuter par un bateau, un jet ski. Voilà, donc je pense que ça pose des questions assez fondamentales sur le trafic maritime aussi. Oui, moi j'ai une question par rapport à la respiration qui me fascine. En fait, j'ai un échange avec un membre de l'association de Gros-du-Roi qui sauve des tortues de notre région et m'expliquer pourquoi ils meurent en fait, parce que c'est pas que accidentel par la mécanique, mais visiblement quand on les sort trop vite par la pêche de l'eau, qu'ils auront un blocage de respiration et ils meurent de ça en fait. Et maintenant, quand je vois qu'ils peuvent plonger pendant hyper longtemps sous l'eau et ils respirent en 3 secondes, ils replongent. Comment ça fonctionne cette respiration? C'est énorme. Et comment ils arrivent aussi suivre si longtemps sous l'eau et pourquoi ils meurent à cause de ça en fait? Alors donc les tortues marines sont les championnes du monde de la plongée en apnée. Elles dépassent les cachalots, toutes les grandes baleines, les oiseaux, etc. Avec un record détenu par une tortue kawan en Méditerranée de seulement 45 kilos. Qui est resté 10 heures sous l'eau en plongée, donc ça explose tout ce qu'on connaît. Et cette performance d'apnée est liée à ce métabolisme très bas, la capacité aussi à résister à l'acidose qui est créée par le manque d'oxygène. Donc elle résiste à ça. Après, je dirais que ces tortues, donc, qui sont des championnes de la plongée, ah oui, un point important aussi, elles ont la capacité à réguler leur flottabilité. Et vous l'avez très bien vu en fait sur les vidéos que j'ai montrées, par exemple la petite tortue qu'on a vue en Martinique, elle est pas poussée vers la surface par la quantité d'air qu'elle a pu inhaler, parce qu'en fait elle dose ça par rapport à sa profondeur de plongée. Donc elle contrôle sa flottabilité de manière très fine, et ça toutes les tortues le font. Après, une tortue qui est prise dans un engin de pêche et ramenée violemment à la surface, il se passe la même chose que si moi je suis en train de plonger et qu'on me suspend à une corde et on me tire d'un coup vers la surface. En fait, je vais faire un barotraumatisme. Je vais faire un barotraumatisme qui va endommager notamment mes poumons. Et c'est ce qui se passe avec les tortues marines. D'une part, quand elles sont prises dans un chalut, elles paniquent. Donc c'est comme si moi on me met la tête dans une baignoire en disant voilà, reste là 10 minutes. Je vais paniquer assez rapidement. Et d'autre part, elles vont perdre cette fonction d'ajustement de leur flottabilité et elles vont être coincées à la surface. Et c'est là où elles sont percutées par les bateaux. Voilà, donc c'est un peu double peine. Wow. Merci beaucoup pour la présentation. Qui était très passionnant. En fait, je me demandais si tu peux dire plus sur la pêche durable, parce que je trouvais ça très intéressant que du coup on peut nourrir plus de monde et plus durablement, et aussi protéger du coup des espèces comme les tortues. Oui, alors ça c'était plus le thème de mes ouvrages précédents et aussi de cet ouvrage de Didier Gasquel que je recommande toujours, qui s'appelle Pour une révolution dans la mer. Qui est épais comme ça et voilà, qui donne toutes les solutions, ce qui montre que c'est un thème assez vaste. Mais pour prendre les choses dans l'ordre, déjà on pourrait respecter les quotas de pêche quand il y en a, parce qu'ils sont souvent fixés en fait par d'éminents scientifiques qui étudient les populations de poissons depuis des décennies et qui savent exactement ce qu'ils disent. Donc quand il y a des quotas, ce serait quand même pas mal de les respecter. Et en France, on n'est pas toujours champion en la matière. Après, il faut des vraies zones de non-prélèvement.
donc des aires marines protégées, mais voilà, pas des aires marines protégées de papier, mais des nurseries de poissons qui vont être bénéfiques en elles-mêmes, parce que tout le monde aime après aller plonger dans une aire marine protégée, voir plein de poissons, mais en plus on aura un effet pépinière autour qui sera bénéfique pour les pêcheries. Après, je pense qu'il y a des ajustements à faire sur les engins de pêche. Après, il faut arrêter ce qu'on appelle les pêches minotières. La pêche minotière, c'est une pêcherie généralement dans les pays du Sud, c'est le cas au large de l'Afrique de l'Ouest, qui capture plein de petits poissons pélagiques, pas pour nourrir les gens, et certainement pas les gens des populations locales, mais pour faire des farines de poissons, pour nourrir les saumons qu'on va bientôt manger à Noël. Et voilà, donc ça forcément, c'est une aberration écologique et même thermodynamique, je dirais, au niveau de l'utilisation des ressources. Et après, voilà, il y a un traité sur la haute mer qui va entrer en vigueur début 2026, qui sera vraiment bénéfique, parce qu'actuellement, la haute mer, au-delà des eaux territoriales, ça a tendance vraiment à être le Far West, avec très peu de réglementation au niveau des pêcheries et très peu de réglementation par rapport aux captures accidentelles. Par exemple, je n'ai pas détaillé, mais la situation est vraiment pas terrible pour les tortues luttes en Atlantique, mais elle est désastreuse dans le Pacifique. En fait, les tortues luttes du Pacifique sont en train de disparaître. Elles risquent de disparaître de mon vivant. Et pourquoi ? Donc il y a des pêches à la palangre dans les eaux hauturières au large de l'Amérique du Sud. Donc c'est Pacifique Sud-Est, qui sont très peu contrôlées, et on sait en fait que ces pêcheries-là tuent énormément de tortues luttes. Et c'est là où on revient à mon idée du cercle vertueux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on réglemente ces pêcheries, qu'il y a des observateurs à bord, qu'on ne fait pas n'importe quoi, il y aura moins de captures accidentelles, et aussi c'est des pêcheries qui seront mieux gérées et qui pourront être plus durables. Et après, oui, pour revenir à la partie de la question sur nourrir plus de monde dans les pays du Sud, ça a été démontré par plein d'études, que en fait, je crois qu'actuellement les repas de poissons sont essentiels pour 300 millions de personnes pauvres de par le monde. Et en fait, si tu installes des pêcheries durables, tu doubles le nombre de personnes qui vont pouvoir en bénéficier. Et c'était un peu le sens de ma diapo précédente. Pour suggérer en fait ces pêcheries côtières durables et une sortie des activités très dévastatrices de pêche industrielle avec les très gros chalutiers et tout ça, quelque chose que entre-temps on connaît assez bien en France aussi. Bonsoir. Je oui, me ça y est, demandais... je vous ai vu. Oui, c'est bon. Je me demandais l'aspect symbolique de la tortue. À un moment, il y avait un diapo sur la tortue mère, c'est celle qui porte le monde, et les éléphants. J'ai pas très bien compris. Il y a aussi, il y avait une sorte de chaman, vous avez dit, qui avait parlé de la tortue. Enfin, je veux connaître cet aspect divin de la tortue. Alors c'est cette idée que la carapace de la tortue rappelle la courbe de notre planète, et rappelle aussi la courbe des écosystèmes insulaires, des îles océaniques qui dépassent de l'océan. Et donc on a cette vision de la tortue monde. On observe la tortue et on se rend compte qu'en fait sa carapace est sous nos pieds, et d'une certaine manière qu'elle nous porte. Et je pense qu'aussi on est vraiment impressionné par la longévité des tortues et des tortues marines, qui instinctivement deviennent emblématiques d'une certaine forme de sagesse. Voilà, en très résumé. C'est développé dans le livre. Jusque-là, je me débrouille bien. Hein. Merci beaucoup, c'était assez passionnant. Alors ma question, ça concerne la longévité de la tortue. Quel âge ? Ouais, alors j'avais tendu une perche gigantesque dans ma réponse précédente. Et pourquoi cette longévité ? Ouais.
Donc, alors, là, pour le coup, les tortues marines ne sont pas les championnes du monde de la longévité, puisque voilà, il y a des bivalves qui vivent très très longtemps, et aussi les requins du Groenland. On estime que les requins du Groenland femelles, en tout cas, vivent 400 ans potentiellement. Voilà, chez les tortues terrestres, c'est aux alentours de 200 ans pour les tortues géantes des Seychelles ou des Galapagos. En comparaison, les tortues marines ne vivraient qu'un siècle. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Moi, ce que je suspecte là, c'est que peut-être on manque de profondeur historique dans ces estimations de longévité. Je m'interroge toujours sur la longévité de toutes ces tortues qu'on a massacrées au siècle précédent. Peut-être qu'il y en avait en fait qui étaient là depuis 500 ans et on le saura jamais. Pour répondre de manière plus sérieuse à votre question, donc sur une vie de chercheur, c'est extrêmement difficile d'étudier un organisme qui va vivre plus longtemps que soi-même. Et ça, c'était une des difficultés. C'était un des trucs que je trouvais insensé en Guyane. Je me disais, mais mes collègues là qui étudient ces populations de tortues luttes, ils savent pas d'où elles viennent. Ils savent pas où elles vont aller, ils savent pas depuis quand elles sont là, ils connaissent pas l'âge, ils connaissent pas la fécondité, ils connaissent pas le taux de survie des petites tortues. Va monter un modèle mathématique de la population. Bonne chance. Et donc oui, je trouvais cette longévité absolument hallucinante. Alors on peut marquer les tortues et les retrouver. Donc pour les tortues terrestres, c'est assez simple. Pour les tortues marines, c'est vraiment difficile. Par contre, maintenant, il y a des outils moléculaires. Il y a des outils moléculaires qui permettent de donner un âge à un organisme en fonction du vieillissement cellulaire. Voilà. Et c'est avec ces outils moléculaires qu'on estime que, en particulier, les tortues luttes vivraient à peu près un siècle. Bonsoir. Je voulais juste savoir, dans votre ouvrage, vous les appelez les discrètes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont, pour moi, vraiment cette capacité à passer sous le radar. Au point où parfois, dans certaines zones, on oublie même qu'elles sont là. L'exemple le plus hallucinant que j'ai trouvé, en fait, la bonne nouvelle, c'est que les populations de tortues kawan et de tortues vertes en Méditerranée ont tendance à augmenter, malgré toutes les captures accidentelles. Et je suis allé voir un super programme de recherche à Chypre qui étudie les tortues kawan et les tortues vertes. Et donc, ils marquent les tortues. Voilà. Et aussi, les collègues mettent des balises sur les tortues pour savoir où elles vont. Et ces tortues, en hiver, elles ne trouvent pas mieux que de partir d'abord en Égypte, puis après de longer toute la côte de la Libye pour aller jusqu'en Tunisie. Personnellement, si j'étais une tortue, j'irais pas me planquer dans une zone de guerre et de non-droit. J'ai trouvé ça hallucinant. Elles vont aussi dans le Sinaï. Elles sont au large de Gaza. Donc voilà, ce que j'ai trouvé vraiment, j'ai trouvé un contraste saisissant entre les turpitudes actuelles de l'humanité et tous les soucis qu'on a, qui sont quand même assez conséquents, et puis cette capacité à juste ignorer tout ce bazar, à plonger tranquillement et en fait à disparaître sous les flots et à traverser tranquillement les océans, parce que les mêmes tortues kawan, certaines d'entre elles traversent facilement le Pacifique dans sa grande largeur, hein, de la basse Californie jusqu'au Japon. Voilà, donc je suis assez fasciné par ces mois et ces années dans le bleu, parce que quand on fait de la plongée, c'est un peu le plus vertigineux, hein, quand on se retrouve dans le bleu ou dans le noir la nuit. Et voilà, et elles vont passer des années dans cet environnement où on les verra pas. Et d'une certaine manière, ce serait bien qu'on les voit pas du tout, certainement pas capturés sur une palangre. Donc voilà, donc les discrètes, ça fait référence à ça. Oui, bonsoir. Oui. J'ai l'impression qu'à l'instar des fougères dans le règne végétal, depuis les millions d'années, depuis qu'elles existent, elles n'ont guère changé d'apparence. Donc en plus d'être des championnes de l'apnée, est-ce qu'elles ne seraient pas des championnes face à l'évolution des espèces, ou quelles sont les évolutions qu'on a identifiées dans leur parcours ?
Alors si, quand même dans une certaine mesure, vous avez vu les lézards obèses du passé qui quand même sont très différents des tortues marines d'aujourd'hui. Après c'est sûr que c'est des espèces extrêmement anciennes, on estime que les tortues luttes existent en tant qu'espèces depuis à peu près 100 millions d'années. Ouais. Je dis toujours, ça nous donne une autre perspective sur la réforme des retraites. Je suis content d'avoir casé celle-là. Et donc 100 millions d'années, voilà. Mais vous avez pu le voir quand même, il y avait les tortues géantes du passé, et aussi un processus de sélection où, au fil du temps, il y a peut-être eu 50 espèces de tortues marines. Actuellement, voilà, il n'y en a plus que 7. Donc je dirais que s'il y a quand même une évolution qui est à l'œuvre, avec des processus de sélection, etc. Ouais. Après, on peut s'interroger sur le fait qu'il n'y en ait que 7, alors que potentiellement, chez les tortues d'eau douce, il y en a plus de 200. Chez les tortues d'eau douce, c'est que voilà, chaque cours d'eau et mare a tendance à être isolé l'un de l'autre. Et donc ça crée une multitude d'espèces. Alors que dans les océans, on a cette connectivité qui fait qu'il y a une certaine homogénéisation, avec des tortues qui vont pouvoir aller pondre sur des plages, une même espèce de tortue qui va pouvoir aller pondre sur des plages dans une zone assez grande. Bonsoir et merci pour votre intervention intéressante. Par contre, je vous raconterai rapidement une petite expérience avec cette tortue kawan que je ne connaissais pas. Nous avons un petit cabanon près des ponts des Diables. C'était très joli et il a passé par notre canal parce qu'il a le canal de Guignac. Donc on a dit elle est belle, on l'a pris et on va l'amener à Montpellier. Donc on l'a mis sur un bassin que nous on avait, un seau grand, fort, et avec de l'eau, etc. Mais elle cognait, mais c'était pas la douce tortue qu'on a connue, il nous a fait peur. On l'a trouvée même diabolique. Vraiment, parce qu'il faisait un bruit, pong, pong. Elle était révoltée, elle voulait sortir. Alors, donc il nous a fait peur. Manifestement, elle n'était pas contente. Ah oui, tout à fait. Donc nous, on a dit, oh là, on le ramène. Hein. Et on l'a ramené à nouveau dans son endroit. Et on a demandé quand même, parce qu'on était déçus de la tortue. Violente, diabolique. Donc on a demandé, ils nous ont dit que c'est des tortues qui nous envahissent et que même ils sont des prédateurs des... Alors je pense que vous êtes tombé sur une tortue d'eau douce envahissante. Je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, on était effrayés, hein, vraiment. On voulait au début l'amener à Montpellier. En plus, il est belle. Hein. Vraiment, elle est belle. Hein. Et je voulais savoir, la question, vous pourrez me montrer une photo après, on essaiera de savoir. Hein. Ah non. Alors j'espère pour vous que c'était pas... Mais vous avez encore tous vos doigts, donc c'était pas une tortue alligator. Hein. Ah. En tout cas, je voulais savoir si c'est vrai qu'ils sont des prédateurs et qu'ils sont en train d'exterminer des espèces qu'il a dans l'Hérault. Alors oui, non, mais ça pose toute la question des espèces envahissantes. Donc des espèces, là je pense en l'occurrence de tortues d'eau douce, qui ont été amenées d'ailleurs dans un environnement qui n'est pas le leur, et qui ont tendance à coloniser cet espace très rapidement et à exclure des espèces locales. Donc ça c'est le problème très vaste de toutes les espèces envahissantes liées à la globalisation, au trafic d'espèces, au transport d'espèces, aux animaux de compagnie. Ouais, ça c'est un problème global avec les espèces animales et végétales d'ailleurs, parce que ça se passe aussi avec les plantes, avec les micro-organismes. Les pandémies sont aussi des formes d'invasion. Un grand merci pour cet échange. Merci encore David Grémillet pour cette belle intervention.